Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je vous emmène aujourd'hui au cœur d'entreprises tout à fait discrètes et pourtant ô combien importantes pour la politique du logement en France et le logement des Français. Ces entreprises, ce sont les foncières privées non cotées, qu'on appelle aussi foncières intermédiaires. Elles nous sont présentées et racontées par Bruno Brosset, président de l'association Foncières de France. Bonjour Bruno Brosset. Bonjour Anne-Sandrine. On ne peut pas commencer cet entretien sans rappeler à nos auditeurs qui sont les foncières privées non cotées. Les foncières privées non cotées, dites foncières intermédiaires, sont des structures qui accueillent du patrimoine immobilier avec des dirigeants qui consacrent l'essentiel de leur temps pour effectivement agir dans le cadre de cette activité. Et au final, ils vont faire un métier. Et c'est à ce titre que les Foncières de France, d'ailleurs, revendiquent un statut professionnel pour ces opérateurs. Dans quelle branche et dans quel secteur économique peut-on placer les foncières privées non cotées ? Les foncières privées non cotées sont dans la catégorie des investisseurs immobiliers qui gèrent et qui développent un patrimoine immobilier. Oui, donc professionnels de l'investissement immobilier ? Professionnels de l'investissement immobilier, mais qui ne sont pas reconnus en tant que tels aujourd'hui. Et c'est tout l'objet du combat des Foncières de France, que d'essayer d'obtenir à travers un statut une professionnalisation de cette activité. Oui, obtenir un statut et un titre, c'est là important. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est difficile aujourd'hui dans le marché que nous connaissons, qui est un marché compliqué, de nous distinguer et de montrer finalement nos différences, bien que certains intervenants ont déjà fait la différence. Vous prenez les banques, ils nous placent déjà dans les services des professionnels de l'immobilier parce qu'ils ont apprécié, reconnu notre qualité de professionnel. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et vis-à-vis de certains partenaires, je pense les collectivités locales, mais même les vendeurs, il serait important qu'on puisse effectivement avoir un titre qui nous distingue et qui surtout les rassure pour qu'on puisse, à travers un statut, leur donner un certain nombre de garanties. Est-ce que ces opérateurs économiques, comment est-ce qu'on peut les distinguer, par exemple, des rentiers ? Est-ce que la typologie des actifs qu'ils détiennent permet aussi de les distinguer ? Est-ce que leurs actions sur leur patrimoine leur permet aussi de se dire professionnels comparé à d'autres acteurs du logement ? Déjà, il ne faut pas stigmatiser la rente. Elle est légitime dans certains cas et beaucoup de particuliers constituent un patrimoine en vue de leur retraite en ayant un métier principal à côté. Mais par contre, eux, contrairement aux dirigeants de foncières, ont un terme. Généralement, c'est la retraite. Et après ça, effectivement, toutes les actions d'épargne, à travers les remboursements d'emprunts, se transforment en rente. Ce qui est légitime. Mais par contre, les dirigeants de foncières n'ont pas cette approche. Pour eux, l'investissement est une nécessité de fonctionnement de leur outil de travail. Et elle est perpétuelle. Elle va même bien au-delà d'un terme, puisque ces foncières sont généralement transgénérationnelles. Ce qui fait d'ailleurs que les dirigeants de foncières, en moyenne, ont un certain âge. Maintenant, il est clair que la relation de ces foncières vis-à-vis de leurs locataires n'est pas la même que pour un investisseur classique. Nous, on parle de clients. Nous, on ne parle pas non plus de loyer, on parle de chiffre d'affaires. Ce qui nous place bien dans la catégorie des professionnels et non pas du particulier. Oui, et ce vocabulaire appelle à dire entreprise. Tout à fait, et d'autant entreprise que nous sommes constitués en société commerciale. Ça peut être un groupe avec une holding et des sociétés filles qui détiennent du patrimoine, mais in fine, si vous voulez, on paye l'impôt sur les sociétés, la CFE, on a du personnel, on a des filiales aussi qui agissent pour la gestion de notre patrimoine comme des régies ou des structures ad hoc qui permettent de réaliser des opérations d'arbitrage en tant qu'opérateur sur notre patrimoine. En fait, on a vraiment tous les outils propres à la professionnalisation et qui nous permettent de revendiquer effectivement un statut. Et donc vous êtes en train de dire que, parce que qui dit entreprise dit fiscalité, que ces foncières privées non cotées sont traitées au regard de la loi fiscale comme finalement toute autre entreprise sur les territoires nationaux, mais que pour autant elles ne bénéficient pas d'un statut professionnel ? Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse obtenir, à l'instar des LMP, effectivement un statut
qui permettent d'avoir la reconnaissance de notre qualité d'entrepreneur, Oui. qu'on revendique vraiment. Le terme, par exemple, rentier nous agace, parce qu'on travaille beaucoup et dans un but d'entreprise plus que dans un but patrimonial. En tout cas, il y a les deux, puisque notre matière première, c'est quand même l'immobilier, mais on estime néanmoins qu'il y a certains impôts qui ne devraient pas nous concerner, notamment l'IFI. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur la fortune immobilière n'est pas approprié à des gens comme nous qui avons aujourd'hui un outil de travail plus qu'un patrimoine. Même s'il peut y avoir une confusion, on est dans la qualification vraiment de l'entreprise. Et que de toute façon, aujourd'hui, cet IFI est extrêmement pénalisant. Si on est considéré effectivement, et c'est le cas par les banques par exemple, comme des professionnels et que c'est notre outil de travail, autant vous dire que pour arriver à nous développer, c'est extrêmement difficile avec cet impôt sur la fortune immobilière. Je mets n'importe quel dirigeant d'une entreprise classique à devoir payer à titre personnel un impôt au détriment donc, du développement de son entreprise. Autant vous dire que c'est extrêmement dur et ça devient très sélectif. Ce n'est pas comme ça, à notre sens, qu'on peut développer le marché de l'immobilier sur des acteurs comme nous, qui sommes des acteurs fiables, sûrs, respectueux de la réglementation, nous inscrivons dans la durée. Et c'est là où on estime aussi avoir un bénéfice sociétal qu'on voudrait reconnaître, faire reconnaître. Oui, c'était là ma question. Cette fiscalité, pas tout à fait adaptée au statut d'entreprise qu'ont les foncières, finalement, cette fiscalité vous empêche-t-elle de mieux travailler encore votre rôle sociétal, votre manière de gérer les biens immobiliers au service des locataires ? Je pense par exemple à la rénovation énergétique ou même tout simplement à l'entretien des biens. En tant que professionnel, on se doit d'être dans l'excellence. C'est-à-dire que quand on a par exemple un immeuble, il doit absolument répondre à tous les critères de décence, de performance énergétique. Pourquoi ? Parce que la pérennité de ce bien, puisque nous, on n'a pas la vocation on n'est pas des marchands de biens, on n'a pas la vocation à arbitrer, on a la volonté de conservation. Donc on se doit vraiment d'être dans une forme d'excellence. C'est pour ça qu'on dit souvent d'ailleurs qu'on est des pôles d'excellence. Donc à ce titre, on a aussi effectivement, on revêt en tout cas un intérêt pour les pouvoirs publics de garantir un parc de qualité. Donc première étape, selon vous, ce serait d'obtenir ce statut et ce titre. Première étape serait effectivement d'obtenir ce statut et ce titre, en sachant qu'aujourd'hui, les contraintes budgétaires pourraient paraître compliquées pour l'avoir. Mais là encore, on s'inscrit dans la durée. Donc nous, aujourd'hui, on revendique et puis on essaiera de l'obtenir en temps utile. Mais néanmoins, il est clair que si vous mettez en face les capacités de développement que nous avons et donc ce qu'on peut apporter si on était effectivement soutenu dans le cadre d'un statut, je pense que le coût que représenterait effectivement ce passage serait largement compensé par les opérations qui viendraient en plus sur le marché. Et vous seriez des acteurs plus actifs encore pour résoudre la crise du logement ? Oui, alors on est des acteurs sûrs, solides, pérennes, déjà. Sur lesquels on peut s'appuyer. Oui, parce qu'on a une antériorité et on a un avenir qu'on a garanti d'ailleurs par ce côté transgénérationnel. Mais néanmoins, on considère qu'aujourd'hui qu'on est ralenti et on voudrait aller plus vite et surtout proposer des solutions qui existent pour répondre notamment à la ZAN, pour répondre à la loi climat et résilience, à travers le parc que nous avons et que nous pourrions encore développer. Et je suis certaine qu'il y aura donc bien des sujets à évoquer dans les mois à venir. Merci Bruno Brosset de ces éclairages et puis à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci Anne-Sandrine. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.